Merci, M. Ndoye. Donc, bonjour à tous. Juste réexprimer tout le plaisir que j'ai et l'honneur donc d'aborder cette problématique donc de l'inclusion des technologies digitales donc pour l'employabilité des personnes vivant avec un handicap au Sénégal et qui est une problématique réelle que nous, dans le secteur de la formation, qui est notre mission de base à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc ex-université virtuelle, nous interpelle au niveau de la formation. Parce que nous avons une population estudiantine de 70 000 étudiants et dans cette part-là, il y a une bonne part de personnes qui vivent avec une des catégories d'handicap et pour lesquelles il nous faut, au même titre que le Sénégalais lambda, leur offrir l'accès universel à la formation pour pouvoir obtenir leur licence, leur master, leur doctorat. Et donc, dans cette présentation, je pense que M. Ndoye l'a abordé tout à l'heure, bon, j'avais d'abord inséré une première partie pour revenir sur cette définition-là. Je pense qu'il a déjà présenté de ce que l'on entend par personne en situation de handicap. Donc, il l'a présenté d'une excellente manière et c'est la même définition même que j'ai utilisée, mais peut-être du point de vue informatique, en l'abordant suivant peut-être cette optique-là qui va nous amener vers la position de voir quelles sont dans ce cas, avec cette définition-là, les barrières qui sont liées à l'accès à l'emploi pour ces personnes-là, surtout ici au Sénégal. Donc, dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelques chiffres donc, utiles donc, pour comprendre le contexte. Ensuite, dans la quatrième partie, nous allons voir quel est l'impact positif que les technologies digitales peuvent avoir donc, au niveau donc, de l'employabilité, mais également de l'emploi pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et enfin, donc, dans une cinquième partie, j'ai prévu d'aborder donc, les opportunités de ces technologies digitales. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il faut que la formation s'aligne par rapport aux besoins du marché. Justement au niveau de l'NCHK avec Force N, financée par Mastercard Foundation. Donc une étude a été menée récemment sur les besoins au niveau du secteur digital. Et je vais vous présenter un extrait des niches d'emploi que cette enquête-là a permis de voir. Maintenant, pour la définition, c'est la même que M. Ndoye a présenté tout à l'heure. C'est toute personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières, comme il a dit tout à l'heure, peut porter atteinte à donc, leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité. Et là, on peut voir, il y a donc une relation directe avec peut-être ce que l'on peut parler de défaillance fonctionnelle, donc qui peuvent être liées à un aspect moteur ou bien visuel, etc. Et pour lesquels, presque pour chaque type d'incapacité, il y a une solution digitale qui pourrait être utilisée donc, pour pallier à cela. Donc, dans la littérature, on retrouve 8 types d'handicap qui sont cités. Bon, il y a d'autres définitions dans lesquelles même vous avez une classification suivant les handicaps visibles et les handicaps invisibles. Bon, ici, malheureusement, c'est le cas aussi au Sénégal, on a tendance surtout à considérer l'handicap comme étant principalement moteur. Voilà. Et donc, le premier type d'handicap que l'on retrouve, c'est l'handicap moteur. Ensuite, on peut avoir un type d'handicap visuel, l'handicap peut être auditif, l'handicap peut aussi être psychique, ou bien avoir une déficience intellectuelle, ou bien, comme cela arrive avec l'âge, surtout actuellement au Sénégal, ou à la suite d'accidents, avoir des maladies invalidantes. Et il est important de les identifier parce que autant il faut proposer comment le digital peut accompagner donc, l'insertion, donc voilà, mais voir selon chaque type d'handicap, qu'est-ce qu'il faut peut-être comme accompagnement, qu'est-ce qu'il faut comme formation. Et je le disais tout à l'heure à M. Sauvage, la principale difficulté que l'on rencontre, en tout cas que j'ai rencontré ici, c'est qu'au Sénégal, pour le moment, on ne retrouve que des données de 2013. Voilà, lors du dernier RGPH, le dernier recensement général de la population. Et il est difficile souvent d'attaquer un phénomène pour proposer des solutions si on n'a pas des données réelles.
Et ça aussi, bon, c'est une problématique qu'il faudrait voir parce que, bon, elle est là. Il faut des enquêtes, il faut pouvoir comprendre le phénomène, cartographier, voir quels sont les besoins également. Aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de l'insertion. Par exemple, une des questions que je me suis posées, que j'ai essayé de voir, c'était de voir, bon, pour les personnes vivant avec un handicap, est-ce qu'il y avait des difficultés ici au Sénégal d'insertion dans le secteur du digital? S'il y en a, lesquelles? Et là, vous pouvez regarder dans la littérature, tout type de littérature sur le web, vous ne retrouvez presque aucune donnée, en tout cas, d'après la recherche que j'ai effectuée. Donc, quelques chiffres que M. Ndoye a présentés tout à l'heure. Dans le monde, on estime qu'il y a 1 milliard d'individus, soit près de 15% de la population mondiale qui sont porteurs d'un handicap. Et donc, malheureusement, ce sont des personnes dont la situation socio-économique est marquée par des inégalités. Comparées au reste de la population, nous pourrons y revenir par la suite. Et lors du dernier recensement, malheureusement, c'est la seule source que l'on a. On considère que la population donc, des personnes handicapées représente près de 6% de la population générale. Donc environ, comme M. Sougou l'a dit tout à l'heure, 800 000 personnes qui vivent avec un handicap. Et même lorsqu'on regarde la littérature, l'OMS même dit que ils tablent au niveau du Sénégal sur 15,5%. Donc quasiment 2 à 3 fois plus. Et en 2013 également, pour voir, parce que le devenir aussi au niveau de l'emploi, dans quelques années, s'étudie ou bien se regarde par rapport à la situation des jeunes enfants. Et là, les statistiques du dernier recensement nous montrent que le nombre d'enfants en situation de handicap est estimé à 35 000. Et malheureusement, dans le RGPH, plus de 60% d'entre eux sont hors de l'école. Et là aussi, bon, à l'image des politiques d'insertion que l'on essaie de faire pour ceux qui décrochent à partir du BFM, du bac, ou bien même avant, il faudrait dans la politique interne voir quelles sont les politiques d'insertion ou d'accompagnement même à l'auto-emploi qu'il faut offrir donc, à cette partie de la population sénégalaise. Et le taux d'alphabétisation également était estimé à 34%. Et regardez contre 53% pour la population générale. Et donc là aussi, on peut voir, peut-être, je ne dis pas, ce n'est pas la faute de l'État peut-être, mais il y a un déphasage quand on regarde sur ces aspects-là. Peut-être il y a des phénomènes, bien sûr, qui peuvent l'expliquer. Donc juste des faits que je présente. Et donc, dans un document même de Humanity and Inclusion, on peut retrouver ces chiffres qui disent que 80% des personnes donc, vivant avec un handicap donc, vivent dans les pays en voie de développement, que moins de 20% donc, de ces personnes-là ont un emploi et 5,9% de la population au Sénégal vivent donc, avec un handicap. Et malheureusement, le taux de chômage est presque 3 fois plus élevé chez les personnes qui vivent avec un handicap que le taux donc, à l'échelle nationale donc, pour le chômage. Et cela, c'est lié à plusieurs barrières. Moujinde a déjà présenté presque l'essentiel de ces barrières-là. Donc, dans cette partie-là, je me suis posé la question maintenant, quels sont les défis auxquels sont confrontées les personnes qui vivent avec un handicap lorsqu'elles cherchent à acquérir des compétences en technologie et à participer à l'économie numérique, notamment à avoir un emploi en autonome ou bien en entreprise. Malheureusement, comme il l'a présenté tout à l'heure, ce que l'on rencontre en premier dans la littérature, c'est la stigmatisation et la discrimination. Malheureusement, bon, il y a eu des efforts qui se font avec la sensibilisation, mais nous restons à l'échelle africaine et également au Sénégal, une société qui est un peu discriminatoire dans ce sens-là. Donc il y a malheureusement des préjugés culturels. J'ai retrouvé une ancienne vidéo que j'avais regardée, c'était un reportage de Dakaractu que je vous invite à visiter, où vous avez des personnes qui vivent avec un handicap qui expliquent les barrières qu'ils ont dû rencontrer donc, pour trouver un emploi. Et c'est touchant, il y a un moment dans la vidéo où la personne dit que des fois vous allez dans une entreprise où on refuse de vous prendre parce que simplement il y a cette préjugé culturel qui dit que si vous prenez quelqu'un qui a une mobilité dans votre entreprise va reculer. Et donc, ça ce sont des réalités qu'il faut déconstruire. Sûrement,
depuis, avec le travail de Humanity and Inclusion, mais également des autres organisations qui sont dans ce domaine-là, il y a un travail de déconstruction qui a été effectué, mais qu'il faudrait maintenir parce que cela reste. Ce sont malheureusement des aspects culturels et qui peuvent être donc des blocages et des barrières à l'emploi. Il y a aussi l'accessibilité physique, malheureusement. Même dans la vidéo, vous pouvez revoir que l'on peut recruter une personne qui vit donc avec un handicap, mais la principale barrière pour l'entreprise, c'est que les structures et les locaux de l'entreprise ne sont pas adaptés donc à l'évolution de cette personne au niveau de l'entreprise. Je pense que j'ai retrouvé des cas où on expliquait que même dans l'entreprise, la personne avait du mal à aller au niveau des toilettes. Par exemple, ce matin, j'ai quitté Thiès pour venir ici. Pour le transport, c'est pareil. Par exemple, regardez les bus de Dakar Demdik pour venir, en tout cas de Thiès à Dakar. Ces bus-là ne sont pas adaptés pour les personnes, en tout cas certaines catégories de personnes qui vivent avec un handicap. Tout ça, ce sont des problématiques qu'il faudrait revoir. Voilà. Et il y a l'accès aux salles, à la salle de réunion, etc. Au niveau de l'enseignement supérieur, puisque je suis aussi expert en assurance qualité, souvent on nous envoie pour accréditer des formations au niveau de certaines structures d'enseignement supérieur. Depuis plusieurs années, quelques années, avec la création de l'ANATSUP, l'on nous demande, quand on visite les locaux, de veiller, et même dans le rapport, il faut se prononcer, est-ce que les locaux sont adéquats pour les personnes qui vivent avec un handicap? Et malheureusement, ici, il y a des écoles où nous avons été, des structures où, vous voyez les salles de TP qui sont situées à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur, le restaurant, la bibliothèque. Ça aussi, c'est discriminatoire. Donc, il y a des études qu'il faut voir. Et pourtant, la législation sénégalaise prend bien en compte ces aspects-là. Mais il faut peut-être un contrôle. Il y a aussi un coût également. Il y a un coût en investissement pour mettre des rampes, mettre un ascenseur, que peut-être également certains rechignent à faire. Il y a malheureusement aussi des barrières technologiques, et ça, on n'en parle pas beaucoup au Sénégal. C'est le manque d'accessibilité numérique. Ça, c'est un problème que l'on retrouve presque dans la majorité des sites web. Il y a des normes qui sont définies pour l'accessibilité des personnes qui vivent avec un handicap. Et ça, malheureusement, même il faut regarder les sites étatiques et même les sites de certaines organisations, vous ne verrez pas ces normes-là. Quelqu'un qui vit avec un handicap visuel doit pouvoir accéder aux mêmes informations que tout le monde. Mais essayez de prendre n'importe quel site au Sénégal, y compris des fois pour titiller un peu, tous ceux qui sont là, essayez de voir comment sur votre site de l'entreprise, comment celui qui vit avec un handicap pourrait accéder au même titre que le Sénégalais lambda. Ça, c'est un problème qui est là. Donc, l'absence d'outils d'assistance, de sites adaptés, peut malheureusement exclure les personnes qui vivent avec un handicap sur les opportunités d'emploi en ligne. Autre élément également, c'est l'inégalité dans l'accès à l'éducation et à la formation. Nous l'avons vu dans les statistiques, les personnes malheureusement qui vivent avec un handicap peuvent faire face à des défis énormes pour accéder à une éducation. Des fois, ce sont les locaux même où il faut aller s'inscrire, monter en compétences qui ne sont pas du tout adaptées. Et Dieu sait que c'est le cas de la majorité des structures que l'on a. Souvent, ils mettent une rampe donc au niveau du rez-de-chaussée. Alors qu'il y a des services essentiels dans les étages où il faut accéder, surtout ici à Dakar. Pour avoir participé à l'accréditation de plusieurs écoles et instituts d'enseignement supérieur, c'est un problème réel et qui marque un frein à l'accès à certaines formations et pourtant qui sont demandées. Bon, heureusement qu'entre-temps, à tout malheur, bon, il y a quelque chose de bon, que la Covid-19, l'épidémie est arrivée, et ça a poussé plusieurs structures à implémenter des systèmes d'enseignement à distance. Et ça a vraiment aidé, cela a aidé plusieurs personnes qui étaient discriminées au niveau de l'éducation et de la formation à accéder à certaines formations. Bon, il y a malheureusement aussi
l'aspect qui est lié à la sensibilisation. Et heureusement, bon, je pense que cet atelier va dans ce sens-là, sur l'importance de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Et malheureusement, bon, des fois, il y a des actions qui se font, mais qu'il faut peut-être un peu plus amplifier et aussi voir aussi comment voilà, sensibiliser le grand public. Manque d'opportunités d'emploi adaptées aussi. Malheureusement, des fois aussi, il y a des emplois qui sont disponibles, mais qui peut-être ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Et ça, c'est pourquoi je suis retourné dans la littérature pour voir, par exemple, au Sénégal, y a-t-il des études qui montrent quels sont les besoins spécifiques donc, des personnes handicapées en termes de formation? Dans vos entreprises, est-ce qu'il y a des études qui montrent, donc, voilà, ou bien qui apportent des réponses par rapport à cette question-là? Et malheureusement, on n'en retrouve pas beaucoup. Problème de mobilité aussi, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc les personnes handicapées peuvent avoir du mal à se déplacer et ça limite leur capacité à trouver et maintenir un emploi, surtout ici à Dakar où il faut prendre les transports publics. Et c'est hyper compliqué. Les taxis ne sont pas des fois adaptés. Le transport public, bon, on n'en parle pas. Des fois même ce sont les personnes valides qui occupent ces places-là au niveau des bus d'Emdic qui sont surchargés, voilà, où l'on s'amasse comme des sardines. Manque de... Bon, là peut-être, je n'ose pas m'avancer parce qu'il faut le reconnaître, depuis 2012, il y a eu énormément d'efforts aussi et d'initiatives qui se sont donc faites donc, sur le soutien gouvernemental avec les politiques et les programmes de soutien. Mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin. Et je présenterai quelques cas où voilà, il faut voir, est-ce qu'il y a des incitations que l'on peut faire au niveau des entreprises, bon, à défaut de les contraindre pour consacrer un pourcentage, comme cela se fait actuellement en France, dans d'autres pays européens, voilà, de leurs employés, donc, qui doit être constitué de personnes vivant avec un handicap. Souvent, bon, c'est ce qu'on fait pour taquiner les féministes là, donc dans la promotion donc, des femmes. Je pense qu'il le faut. Voilà. Manque de modèle de réussite, justement. Voilà. Il faut des références. Il faut des références. Il faut que ceux qui réussissent, qu'ils soient vraiment mis en lumière, aussi bien dans les études que dans les emplois. Voilà. Peut-être il y a des initiatives qui se font, bon, lesquelles également. Donc c'est une question aussi que je me suis posée à l'échelle nationale. Voilà. Maintenant, le Sénégal a ratifié presque toutes les conventions donc, relatives aux droits des personnes. Je pense qu'au niveau local aussi, il y a la loi d'orientation sociale sur, comment on l'appelle, les droits des personnes donc, handicapées aussi, surtout avec l'article 5. Mais bon, dans quelle mesure aussi les directives de ces lois-là et conventions sont appliquées au Sénégal? Voilà. Alors que bon, la loi sénégalaise interdit radicalement toute forme de discrimination en matière d'emploi. Je pense que c'est la loi sénégalaise même. Maintenant, est-ce que nous avons des retours sur la réalité des faits en termes de discrimination? Et ensuite, pour voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure donc, à l'encontre de ces discriminations-là. Donc, vous avez l'exemple en France donc, que j'ai cité tout à l'heure, hein, avec l'OETH, donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, c'est un des moyens qui est utilisé dans certains pays. Bon, je pense qu'il n'y a pas au Sénégal d'obligation de ce genre. Donc, en France, par exemple, on oblige tout employeur de 20 salariés et plus d'employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Maintenant, au Sénégal, c'est 15%. Hein? Ils disent 15%. À 15%, voilà. 15% maintenant. Après, il faut voir maintenant quelle est la politique à avoir au Sénégal. Bon, des fois, la politique de la contrainte, peut-être ce n'est pas la meilleure politique, mais peut-être il faut s'appuyer sur les leviers de la formation et également voir comment, par des systèmes d'exonération ou bien par des systèmes de subvention, encourager à avoir donc, cet effectif-là. Bon, là, c'est aux décideurs, mais également aussi Madame le ministre qui était là tout à l'heure, ou Madame Cissé, donc de voir. Mais je pense qu'il y a des réflexions qui sont menées au niveau national, voilà, pour voir comment
encourager ou inciter les entreprises donc, voilà, à avoir donc, un certain pourcentage au niveau de leur effectif. Bon. Donc, vous avez aussi d'autres mesures, des mesures incitatives, donc, avec l'aide pour l'embauche de personnes en situation de handicap, par exemple, comme en France, l'aide exceptionnelle pour la mise en œuvre du télétravail. Vous avez aussi des systèmes d'aide pour la prise en charge de surcoûts, équipements spécifiques, ou bien aussi à l'accueil, l'intégration et l'évolution donc, professionnelle. Donc après, il faudrait voir dans le contexte sénégalais qu'est-ce qui s'adapte le mieux. Mais il nous faut voir dans quelle mesure encourager, sinon peut-être contraindre les entreprises à avoir cette politique-là. Maintenant, heureusement, l'impact des technologies digitales peut forcément avoir un impact positif. Donc, dans ce cadre-là, surtout depuis l'épidémie de la Covid-19, je dis bon, c'était un malheur, mais cela a du bon, parce que cela a poussé à expérimenter le télétravail presque dans plusieurs domaines. Je pense qu'ici, autour de la table, rares peut-être sont les personnes qui n'ont pas fait télétravail. Au départ, ici au Sénégal, voilà, les gens étaient contraints, on télétravail hors de question. Et même dans certains zones, on devait que ce n'était pas possible. Mais je pense que l'expérience que nous avons tous vécue lors de cette épidémie-là nous a montré que l'on peut rester chez soi dans beaucoup de métiers et travailler efficacement. Et donc, en fait, cette épidémie-là a été le coup d'accélérateur de la digitalisation. Et donc, le travail à distance, c'est l'une des possibilités qui est donc offerte par la transformation numérique, les technologies digitales. Et presque pour l'essentiel des métiers, en tout cas qui ne nécessitent pas un contact physique, l'expérience de ces dernières années a montré que l'on peut rester à la maison et faire un travail à distance. Et ça, c'est une opportunité réelle qu'il faudrait voir comment promouvoir, voilà, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Parce que là, ça va lever déjà une barrière. Voilà. Et donc, l'adaptation également des emplois, donc c'est une des possibilités qui est offerte par les technologies digitales, donc voilà, en facilitant l'adaptation de ces emplois aux besoins spécifiques des travailleurs handicapés, donc des personnes qui vivent avec un handicap. Et donc, par le biais notamment des outils d'accessibilité pour les logiciels et sites web. Parce que bon, il faut travailler par le numérique, mais il faut pouvoir utiliser le numérique. Heureusement, bon, depuis presque le début fin des années 80, bon, fin des années 90, hein, début des années 2000, n'importe quel système d'exploitation que vous utilisez, même au niveau de votre téléphone portable, vous avez des outils d'accessibilité. Et actuellement, même avec l'émergence de l'IA générative, et de l'intelligence artificielle générative, etc., sur Play Store, quel que soit le niveau d'handicap, vous avez des outils adaptés. Voilà. Et là, il nous faut, en tout cas au niveau du Sénégal, pour l'accès à l'emploi, même pour la promotion du télétravail, travailler à voir comment mettre une politique qui va obliger les entreprises à respecter l'accessibilité numérique. Et l'accessibilité numérique donc, va permettre donc, aux différentes personnes avec une déficience visuelle ou bien un handicap auditif avec des difficultés motrices ou bien des difficultés cognitives à accéder aux mêmes services et effectuer les mêmes tâches que tout le monde. Voilà. Et ça, ce sont des outils, ce n'est pas de la recherche, ce sont des outils qui existent et qui sont accessibles. Et sur Play Store même, je pense qu'hier, en faisant la revue bibliographique, j'ai retrouvé donc cette application-là, Look to Speak. Look to Speak, c'est comme l'autre là, comme l'utilise Stephen Hawking. Est-ce que vous connaissez Stephen Hawking? C'est un scientifique qui était tétraplégique, un grand physicien. Voilà. Et je pense qu'il ne pouvait pas, et il interagissait par la synthèse vocale, mais également écrivait par l'intermédiaire de ses yeux. Et c'est de l'IA qu'il y avait derrière. Donc vous avez cette application-là que vous pouvez installer sur n'importe quel téléphone et qui permet à une personne qui ne peut pas parler, en tout cas qui a d'autres défaillances fonctionnelles, de pouvoir communiquer par ses yeux. Si vous passez, voilà, vous regardez à gauche, il y a des actions effectuées, à droite, en haut, en bas.
Et il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là, si vous regardez dans la littérature. Donc l'accessibilité numérique consiste à rendre les services de communication au public en ligne accessibles aux personnes donc, qui vivent avec un handicap. Et là, ça concerne donc la manière de rendre les informations perceptibles, donc faciliter la perception visuelle et auditive du contenu pour l'utilisateur, proposer également des équivalents textes à tout contenu non textuel, créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans que l'on ait une perte d'information ou de structure. Également rendre le contenu utilisable, c'est-à-dire fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le contenu, etc. Comme par exemple le fait Look to Speak, quel que soit le niveau d'handicap. Mais également rendre les informations compréhensibles, donc faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible, aider l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie, etc. Par exemple, quand vous utilisez nous tous dans les versions de Word que nous avons actuellement, si vous avez regardé, il y a un outil de synthèse vocale. Bon, moi, je suis assez paresseux, je l'utilise fréquemment. Ou quand j'ai des textes très longs, je mets le texte là-bas et je l'écoute. Donc, vous avez une voix qui va vous lire le texte. Voilà. De la même manière aussi, vous avez des outils de synthèse vocale. Tout ça, c'est de l'IA, de reconnaissance vocale. Et l'outil de reconnaissance vocale le plus primaire, si vous avez un iPhone, c'est Siri. Si vous êtes sur Android aussi, il y a un outil de synthèse vocale avec lequel voilà, vous pouvez interagir. Voilà, texte, voilà. Vous parlez et actuellement, bon, c'est devenu tellement performant que si vous regardez des fois, quand vous avez des sessions de réunion sur Zoom, vous avez des intelligences artificielles comme Auteur, O2TER. Cette IA-là, elle est capable d'entrer dans la réunion et voilà, de synthétiser tout ce qui se dit dans la réunion et de l'écrire sous format texte. C'est pour vous dire combien la technologie a avancé. Voilà. Et donc, ces problèmes d'accessibilité du numérique concernent donc les types d'handicap visuels, moteurs, auditifs et même le type d'handicap psychique. Et donc, cela concerne actuellement, bon, d'après certaines statistiques, 600 millions de personnes dans le monde. Voilà. Maintenant, je posais la question, voir maintenant, quel est le cas au Sénégal. Quand je l'ai dit, et c'est le constat, visitez n'importe quel site. Rares sont les sites qui respectent ces critères d'accessibilité. Et on a besoin d'accéder à de l'information pour construire. Récemment, je pense qu'on l'appelle encore, pour les extraits de naissance. Voilà, il y a un système qui a été mis en place. Mais bon, tout le monde est censé aller demander un extrait de naissance en ligne. Voilà, quels sont les critères d'accessibilité qu'il y a sur ce site-là? Voilà. Pour donner un exemple. Donc, en France, par exemple, il y a ce que l'on appelle le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, voilà, ou le RGAA. Bon, on le retrouve aussi au Canada et dans d'autres pays. Donc, qui est destiné à définir les modalités techniques d'accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, ainsi que certains services privés pour les canaux web, télévision et téléphonie. Où en sommes-nous par rapport à ces initiatives-là? Je pense que dans le RGAA, il y a près de 106 critères d'accessibilité qui sont définis par rapport à la vidéo, par rapport aux images, par rapport aux tailles de texte, etc. Et ça renforce l'accessibilité. Parce qu'il faut accéder d'abord à l'information avant de pouvoir l'exploiter à son profit pour apprendre, ou bien pour chercher un emploi, ou bien pour monter son business. Et donc, l'autre possibilité offerte par les technologies digitales, c'est la formation en ligne. Et c'est un levier important d'inclusion sociale. Et nous en savons quelque chose, puisque nous sommes une université numérique, l'université, donc l'ex-université virtuelle. Donc, parce que bon, là, cela vous offre la possibilité de rester chez vous et de suivre une formation pour monter en compétences. Et actuellement, je pense que nous tous, nous le faisons, ne serait-ce qu'aller sur YouTube, suivre une vidéo pour apprendre comment faire quelque chose. De la même manière aussi, il y a des certificats, des diplômes que l'on peut suivre exclusivement en ligne. Et là, j'ai mis l'exemple de cet étudiant-là, Abdou Khadr Djeylani Sarr. C'est un tétraplégique. Il habite à Niodior, dans les îles du Saloum. Grâce
au modèle pédagogique de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, il a pu suivre ses cours et obtenir sa licence en communication digitale sans sortir de sa chambre. Et ça, ce n'est pas possible avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ou bien l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il faut se déplacer. Et donc, c'est un levier important. Et donc, je vous le présente parce que, bon, il faut, M. Ndoye l'a dit, un alignement de la formation par rapport aux besoins du marché. Mais cet alignement-là passe par la formation d'abord. Et cette formation-là ne doit exclure aucune catégorie au niveau donc national. Et donc, il faut aussi veiller au développement de la formation en ligne. Si auparavant, bien sûr, on a identifié ces niches d'emploi-là. Et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane est un levier dans ce sens, dans ce cadre-là. L'UNCHK a un potentiel d'inclusion sociale sans nul autre pareil au niveau national dans l'espace académique. Donc, actuellement, nous avons 70 000 étudiants qui suivent les cours et qui restent chez eux, donc ancrés dans leur terroir, etc., et qui participent au développement. Autres possibilités également qui sont offertes, j'ai anticipé tout à l'heure, c'est l'accessibilité améliorée. Avec les technologies digitales, donc on peut bien adapter l'environnement de travail pour répondre aux besoins spécifiques des personnes qui vivent avec un handicap. Et là, c'est par l'utilisation d'outils d'assistance tels que les lecteurs d'écran, les claviers virtuels, vous avez aussi les logiciels de reconnaissance vocale, vous avez aussi les ordinateurs, les smartphones accessibles également aux déficients, avec des personnes vivant avec une déficience visuelle ou motrice. Et tout ça, ce sont des outils qui existent et que l'on peut utiliser. Même si vous êtes un développeur, vous pouvez interagir avec votre environnement de développement en codant sans toucher votre clavier. Alors, tout ça, il y a des environnements qui existent, quel que soit le type de tâche que vous souhaitez effectuer. Donc tout cela passe par ce que l'on appelle le traitement automatique de la langue. Donc c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui s'intéresse à la synthèse vocale, mais également à la reconnaissance vocale. Et ce sont des outils qui sont démocratisés, utilisés, que vous avez dans votre ordinateur, dans votre téléphone portable, partout, et qui permettent de rendre aussi la vie plus facile à tout le monde. Donc vous l'avez sur Word, sur votre téléphone, même les outils de traduction automatique, etc. Vous avez aussi, je vais vous montrer cet exemple-là, Google Lens, que tout le monde a sur son téléphone Android et qui est très utile, en tout cas dans la recherche d'informations. C'est l'exemple d'IA que vous pouvez pointer sur une personne pour aller rechercher des informations sur elle. En tout cas, si la personne a des informations sur le web, ou bien simplement pointer pour avoir une traduction automatique. Et tout ça ce sont des exemples d'accessibilité, juste montrés, et qui peuvent être utiles. Donc vous avez aussi des développements, bien sûr, dans le domaine de l'IA, et surtout avec les ambitions d'Elon Musk aussi, qui peuvent aussi, parce que si vous suivez l'actualité, des fois on a, avec maintenant des controverses aussi qui sont utilisées, des puces qui sont implémentées au niveau du cerveau, qui rendent la vue ou bien permettre de marcher, etc. Tout ça, c'est vrai que nous en sommes assez loin au Sénégal, mais qui sont des perspectives avec ce que nous appelons en IA l'homme augmenté. C'est comme si on parvenait à mettre notre téléphone portable dans notre cerveau. Nous en sommes assez loin quand même. Et vous avez depuis septembre passé aussi l'explosion de ce que l'on appelle l'IA générative. Avant, et qui a soulevé, a fait couler beaucoup d'encre. L'IA générative, c'est le stade où nous sommes arrivés depuis septembre passé, et même quelques années auparavant. C'est simplement sa démocratisation qui s'est faite au mois de septembre passé, où on a commencé à avoir des intelligences artificielles qui sont capables de créer. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer tout le potentiel que cela offre. Tout le monde a utilisé ici ChatGPT, je pense. Actuellement, ChatGPT est quasiment ancré dans les processus de l'ensemble des gens, y compris nous à l'université. Avec ChatGPT, vous allez là-bas, vous donnez une personnalité à ChatGPT, vous pouvez lui demander de se comporter comme un comptable, comme un psychologue, comme un magistrat, comme un spécialiste qui écrit des courriers de demande d'emploi. Même vous pouvez écrire votre business plan et le mettre dans ChatGPT, qui l'améliore.
Et ça, ce sont des perspectives qui s'offrent. Cela veut dire que, quel que soit votre statut, vous pouvez rester à la maison, développer votre business. Et il y a des personnes qui utilisent l'IA générative dans ce sens-là. Et les possibilités, voilà. La seule limite, c'est votre imagination avec l'IA générative active. C'est pourquoi, bon, cela fait peur. Donc, vous avez vu au mois d'avril, il y a eu un lever de bouclier pour demander un moratoire sur l'intelligence artificielle. Mais bon, je dis souvent que c'est l'homme qui a peur de sa création. Dieu a créé l'homme, n'a pas peur de l'homme. Bon, en tout cas, pour nous, croyons à Dieu. Mais l'homme a malheureusement créé une créature qui est en train de lui faire peur. Mais bon, c'est comme quand nous allons sur le web. L'utilisation que nous faisons du web dépend de nous. Ce que l'IA sera dépend simplement de ce que nous en faisons. L'IA ne fera pas autre part. L'IA ne va pas, comme Terminator, nous attaquer, détruire l'humanité. Bon, en tout cas, à moins qu'on ne permette à l'IA de le faire. En tout cas, quand on crée les IA, on a la possibilité de les limiter. Voilà. Et l'IA ne fait que ce qu'on lui demande. C'est comme la base de la programmation informatique. Un programme ne fait que ce que vous lui permettez de faire et que vous lui avez enseigné. Voilà. Donc il y a ces IA-là, il y a ChatGPT, il y a DALL-E, voilà. Tout ça aussi, ce sont des potentiels au niveau donc de la transformation numérique, voilà, pour les personnes vivant avec un handicap, bon, pour toute l'humanité. Et donc c'est la deuxième intelligence artificielle à passer le test de Turing. Et ça c'est important en IA, parce que le test de Turing nous dit ceci. Quand vous avez, voilà, on dit qu'une intelligence artificielle est intelligente à partir du moment où, quand vous conversez avec l'IA, vous ne pouvez pas savoir si c'est un être humain ou pas. Et je pense que c'est le cas quand vous conversez souvent avec ChatGPT ou bien les autres IA qui existent. Voilà. Et voilà, donc il y a même un nouveau métier qui est apparu, c'est donc ingénieur prompt. Parce qu'on interagit maintenant avec l'ensemble des intelligences artificielles génératives par les prompts là. C'est la case qui est en bas ici, où vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, je dois faire une présentation dans un panel qui parle de ceci. Vous lui demandez, comportez-vous comme tel, je veux que vous me proposez un plan, ou même les contenus, et il va vous le proposer. En fait, et c'est justement le danger, parce que bon, il y a des milliers d'emplois qui vont être perdus et des emplois qui vont disparaître. Absolument. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, je pense que si j'ai bien retenu les statistiques, l'IA va créer près de 95 millions de nouveaux emplois. Il y a des métiers même que l'on ne connaît pas pour le moment. Mais il y a des métiers à coup sûr qui vont disparaître. Voilà. Bon, on cite même les métiers de mathématiciens, entre autres. Bon. C'est parce que bon, les IA maintenant, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez de résoudre n'importe quel problème, et ChatGPT est capable de résoudre cela. Il y a des problématiques de recherche que nous ne pouvons pas, en tout cas hyper complexes, que l'on attaque maintenant par l'intelligence artificielle. C'est le cas dans les problématiques liées à la génétique. Ça date de 2005. Hein. Moi, quand je faisais mon DEA en 2005, dans le laboratoire, on utilisait en ce moment-là des algorithmes génétiques. C'était de l'IA et ça permettait de résoudre des problèmes hyper complexes pour lesquels vous, en tant qu'être humain, quasiment, il vous faut des années pour y arriver. Et là, on l'utilise dans beaucoup de domaines. Voilà. Et donc, c'est un outil qui est là et qu'il faut prendre à main. Maintenant, après, la bonne question maintenant au niveau du secteur digital, c'est de se demander quels sont les besoins de formation orientés métier du digital pour chaque catégorie d'handicap. C'est pourquoi dans la deuxième diapositive, j'ai présenté les 7 types d'handicap, excusez-moi. Et ça, c'est un problème au Sénégal. Je pense que pour le moment, on n'a pas d'études de ce genre. En tout cas, au début de l'année 2022, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications avait commandité l'élaboration d'un référentiel pédagogique pour le projet TIC Handicap afin de recenser les modules de formation qui sont orientés métier TIC pour donc, chaque catégorie d'handicap. Bon, nous ne savons pas où en est cette étude. Il y avait un cabinet qui avait été désigné, mais il serait intéressant, dans le cadre peut-être des actions à mener, d'explorer les conclusions de cette étude-là. Mais dans le domaine public, quasiment, on ne peut pas voir grand-chose dans ce domaine-là. Et ça, pour avoir une bonne politique aussi, il faut pouvoir répondre à cette question, entre autres les autres questions que j'ai soulevées tantôt.
Maintenant, quelles sont les opportunités d'emploi dans le secteur digital? Bon, là, je vais m'appuyer sur un rapport que ForceN, donc c'est un programme financé par Mastercard Foundation au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, a mené récemment sur les besoins en emploi et compétences dans le domaine du numérique au Sénégal. Et ça concerne tous les Sénégalais. Et le dire déjà présent, tous les métiers du digital sont adaptables aux personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de frein. La technologie presque permet de passer actuellement l'ensemble des barrières. Et la particularité avec les métiers du digital, c'est que rares sont les métiers que l'on ne peut pas rester dans sa chambre, chez soi, les exercer efficacement comme tout le monde, sans pour autant se retrouver en entreprise. Et d'ailleurs, même je pense actuellement, ce sont les entreprises dans le secteur du digital qui font le plus de télétravail. Parce que bon, se retrouver assis de 8h à 18h, bon, peut-être pour se voir, mais il n'y a aucune barrière pour l'efficacité du travail. Voilà. Et donc, je vous présente d'abord ce rapport de Global Feature in Demand Skills, donc, qui est aussi une référence, qui présente les 9 compétences les plus demandées sur 26 marchés à l'échelle mondiale. Et notamment, bon, l'une des premières compétences, c'est l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Et je le disais tout à l'heure à Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle encore, il n'y a pas de barrière. Il suffit simplement d'avoir de la volonté. Sur l'ensemble de ces filières, que vous ayez le bac L ou le bac Z, si vous avez une forte volonté, vous pouvez monter en compétence sur l'ensemble de ces domaines. Actuellement, je vais revenir à la fin. ForceN est en train de l'expérimenter. ForceN, avec Mastercard Foundation, a la mission de former 80 000 jeunes dans le numérique et de les insérer dans les 5 ans à venir. Et il y a des certificats pour lesquels il n'y a aucune compétence et prérequis demandé. On vous fait monter en compétence. Maintenant, ça dépend de votre volonté. Parce que, bon, sûrement, ça ne peut pas être aussi facile que cela. Mais il faut de la volonté et de l'abnégation. Et donc, l'une des niches d'emploi, ce sont les métiers en IA. Moi, je suis le responsable du Master IA et Big Data de l'ENCHK. Malheureusement, et c'est dommage, hein, il y a une forte demande au niveau national, mais surtout à l'étranger. Car beaucoup de nos étudiants, par la suite du master, sont allés travailler. On les a dénichés ici pour aller travailler au Maroc ou bien en Europe et des fois même directement au Canada. Pour vous dire le potentiel qui est actuellement offert par l'IA et même les métiers au niveau de la cybersécurité. Il y a la réalité augmentée aussi et aussi la réalité virtuelle qui est aussi l'une des niches d'emploi. Le secteur également de la blockchain avec la monnaie électronique, bon, tout ce qu'il faut sécuriser. Le secteur également du cloud computing, voilà, avec la digitalisation. Le secteur de la cybersécurité, et là, bon, c'est l'un des métiers les plus en tension. C'est actuellement, bon, on est dans le cyberespace, dans une guerre qui ne dit pas son nom, entre les grandes puissances. Et même c'est une guerre qui souvent se passe dans notre cyberespace. Bon, nous, on est là. Bon, heureusement, bon, au Sénégal, quand même, on est en avance. Il y a une stratégie, je pense, dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Souvent, bon, ils ne communiquent pas, mais il y a une guerre qui se mène dans le cyberespace. En termes d'information, mais l'attaque de ces vous avez vu certains sites du gouvernement, souvent, qui sont donc attaqués, etc. Et ce sont des métiers pour lesquels on n'a pas besoin d'être en entreprise. On peut le faire en télétravail. Il y a le métier aussi des sciences de données. Depuis l'annotation des données jusqu'à donc la création de modèles d'apprentissage sur ces données, etc. Tout ça, ce sont des niches d'emploi accessibles à tout le monde. Que vous soyez en auto-emploi ou bien que vous soyez donc, vous avez votre bureau au niveau de votre maison. Il y a l'Internet des objets aussi, les IoT, donc qui ont émergé depuis le début des années 2000. C'est par ces IoT-là que je peux être là et éteindre une lampe chez moi. Ou bien, voilà, les autres aspects que vous avez, avoir des détecteurs de présence. Tout ça, ce sont des niches d'emploi pour la domotique surtout. Malheureusement, j'en profite, c'est l'un des secteurs, et c'est dommage que l'on n'a pas encore suffisamment développé au Sénégal, la domotique. Alors que ce sont des capteurs. Bon, c'est enseigné, mais je pense qu'il nous faut aller vraiment vers une formation spécialisée en domotique.
Parce qu'il y a des personnes, même avec le vieillissement, on a besoin d'avoir accès à ces outils-là. Ne pas tout le temps se déplacer pour allumer le vidéoprojecteur, pouvoir éteindre la lampe, diminuer, etc. C'est comme, en tout cas, c'est assez proche de la télécommande que vous avez à la maison. Par exemple, ça s'applique actuellement. Moi, je peux être là, j'ai des lampes connectées chez moi, les éteindre, les allumer, etc. Donc, il y a aussi l'ensemble des métiers qui sont liés à la robotisation, l'automatisation robotisée des processus aussi. Que ce soit dans le numérique, avec les IA là, et donc les agents intelligents, mais aussi dans le physique. Et là aussi, nous avons une formation en robotique à l'UNCHK. Si vous allez à l'université du Sine Saloum, il y a une formation en robotique, mais orientée vers l'agriculture, etc. Donc, pour dire que ce sont des éléments qui sont aussi pris en compte au niveau national. Les métiers aussi qui sont liés à la conception de la partie front-end des applications, les interfaces utilisateurs, conception d'apprentissage, conception d'expérience, UI, UX, etc. Donc, c'est une niche d'emploi. Et donc là, vous avez, malheureusement, cela ne s'affiche pas bien. Je vais vous envoyer les diapositives après, presque sur je pense que ça doit faire une 50aine de métiers en tension actuellement au Sénégal. Et là, ce sont les conclusions, même qui ont permis à Force N de créer les certificats qui sont actuellement déroulés. Donc, il y a un rapport, je pense que celui que je remplace ici, le docteur Seydina Ndiaye, est justement le directeur de Force N, c'est lui qui devait faire cette présentation et qui est aussi mon maître en intelligence artificielle, puisqu'il m'a enseigné l'IA quand j'étais à l'université. Et donc, ils ont mené une étude qui montre quasiment, ces 9 métiers en tension là à l'échelle internationale qui se reflètent également au niveau Sénégal, mais également au niveau de la sous-région, dans le développement front, back-end. Je vais y revenir tout à l'heure dans la partie sur les conclusions de Force N. Je vais regarder si le rapport là est dans le domaine public, comme ça, avec M. Dey, on pourra vous les partager. Et ça, c'est utile surtout dans la montée en compétences pour savoir dans quel secteur il faut former pour une insertion. Parce que, justement, le secteur a besoin de ces compétences-là. Et donc, en termes de compétences aussi, donc les études menées par Force N montrent que dans les entreprises Sénégal, il y a donc un besoin dans les compétences fondamentales telles que la bureautique. Sûrement, il faut faire du traitement de texte, traiter des données avec Excel, etc. Il y a des besoins dans les techniques de paiement en ligne. On assiste à la digitalisation de l'économie et même avec la monnaie électronique, pour ne pas leur faire la publicité, Orange Money, etc., depuis des années. Et ça, malheureusement, au niveau du secteur du commerce électronique, qui est aussi une niche d'emploi potentielle, surtout pour l'auto-emploi, c'est l'un des besoins que nous avons au niveau national. Malheureusement, dans le secteur de la monétique, à part Subdeco, ISM dans le privé, on ne forme pas suffisamment dans ces domaines-là pour la gestion et la sécurisation du paiement en ligne. Il y a aussi tout ce qui est lié aux techniques de vente en ligne, les techniques de suivi des activités digitales comme community manager, etc. Les techniques de recherche également sur Internet, de financement en particulier. Ça aussi, dans l'enquête qui a été menée, ce sont des besoins exprimés par les entreprises et qui ont été également mis en œuvre. Maintenant, tenant compte de tout cela, voici les métiers en tension et des niches d'emploi qui sont sortis de l'enquête menée par Force N. Il y a tout ce qui est lié au développement logiciel. Donc, que l'on soit dans la partie front-end, c'est-à-dire la partie visible, comme quand vous allumez votre téléphone portable, ou bien dans la partie back-end, qui est véritablement le moteur. Donc, les développeurs que nous formons sont soit des développeurs front-end, ou bien back-end, ou bien full stack. Voilà. Soit ils font le design de la voiture, ou bien ils créent le moteur qui est dedans, ou bien ils peuvent faire les deux à la fois. Et donc là, c'est dans tous les secteurs, dans l'administration, la santé, l'enseignement, l'agriculture, pêche, élevage, industrie, commerce, finance. Tout ça, ce sont des secteurs, tous les secteurs confondus recherchent ces compétences-là. Et d'ailleurs même, essayez de voir, quand vous avez un étudiant qui a une licence en génie logiciel, ou bien un master en génie logiciel, rarement il chôme. Voilà. Donc une compétence hyper demandée dans le marché. Communication et marketing digital aussi, je pense que
Madame le ministre en a parlé tout à l'heure. Donc c'est une compétence aussi qui est demandée avec la transformation digitale, comme responsable marketing digital, community manager, traffic manager, donc dans le domaine de l'audiovisuel, du marketing, de la communication. Réseau cloud et cybersécurité également, avec les métiers demandés dans ce domaine, donc comme technicien d'installation, ethical hacker, pen tester. Surtout dans ces domaines-là, ce sont des métiers que l'on peut exercer à distance. Voilà. Parce que c'est dans le réseau. Le réseau déjà, n'est pas tangible. Donc vous pouvez être là et gérer donc la sécurité de votre entreprise, en tout cas par un canal sécurisé. Voilà. Et également tous les métiers qui sont liés au design numérique 2 dimensions, à l'animation 3 dimensions, comme designer numérique 2D, designer numérique 3D, technicien son, vidéo, etc. Et ça, si vous regardez les certificats que Force N est en train de progressivement mettre en œuvre, ce sont des certificats qui vont dans ce sens-là et qui sont les besoins actuels du marché au niveau du Sénégal et de la sous-région. Et toujours, on a donc également tout ce qui est lié au big data et à l'intelligence artificielle, voilà. Tout ce qui est aussi lié à la robotique, la domotique également, on en a parlé tout à l'heure, aux objets connectés, c'est fortement demandé, c'est une niche d'emploi. On n'a pas encore les compétences, en tout cas pour couvrir l'ensemble des besoins du marché. Voilà. Et aussi également au niveau du secteur informel, avec les initiatives de l'État. Donc l'État accompagne depuis plusieurs années le secteur informel, notamment par le PSE, à se formaliser et notamment une inclusion de la transformation digitale dans ce secteur. Bon, ce n'est pas évident, il y a plusieurs barrières dont l'alphabétisation numérique entre double code, etc., qui sont des freins, etc. Mais il y a des demandes dans ce cadre, parce qu'il faut accompagner ce secteur informel à s'insérer dans ce processus de la transformation digitale. Également, toutes les compétences transversales également que l'on peut retrouver, comme la prise de parole, bureautique, rédaction, anglais technique, gestion de projet, même si on s'écarte un peu du numérique, mais qui sont enseignés souvent dans les soft skills dans les universités et les formations. Voilà. Donc développeur IA, développeur IoT, etc. Tout ça, ce sont des métiers demandés. Et je vais terminer par l'offre de formation que nous avons au niveau de l'ENCHK. Nous avons plus de 45 formations qui sont accessibles en ligne. Bon, c'est une université publique, ce n'est pas de la publicité. Et donc, là-bas, peut-être le seul frein ou la seule barrière, c'est que c'est une université. Et pour accéder à l'université, il faut avoir le bac. Mais hormis cela, ce sont des formations qui sont ouvertes à tous les Sénégalais, avec des licences dans des domaines de pointe comme les sciences émergentes. Vous retrouvez ici les big data, l'ingénierie logicielle, la cybersécurité. Donc nous avons des masters, des licences, et presque dans tous les domaines. Et le succès et le modèle pédagogique est tellement pertinent que lorsqu'on regarde les dernières statistiques, elles montraient que 46% de nos étudiants sont inscrits dans des filières en relation avec les STEAM. Et presque 40% de l'offre de formation est dans le domaine des STEAM. Donc c'est une université numérique qui forme principalement dans les domaines du numérique. Et voilà, donc pour l'ENCHK, qui est l'une des universités les plus inclusives vraiment à l'échelle nationale. Et enfin, terminer par l'offre de formation de Force N. Donc ce sont des certificats gratuits, souvent sans prérequis. Et je vous invite à visiter le site de Force N. Et presque actuellement, il y a des offres qui se font avec plusieurs certificats dans le domaine du numérique. Donc, et dans des domaines qui sont en tension ici au Sénégal et au niveau de la sous-région. Et ce sont ces éléments-là que vous retrouvez dans les tableaux que j'ai présentés tantôt. Et donc, vous pouvez suivre, il y a des certificats pour lesquels il n'est nécessaire d'avoir aucun prérequis. Ce ne sont pas des cours en interactif qui se font, mais simplement on vous met en relation avec un tuteur. Et là, ça marche suivant presque le modèle de challenge. On va vous faire monter en compétences progressivement par la pratique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est une présentation où je me suis posé beaucoup de questions et peut-être pas apporté beaucoup de réponses.
Voilà. Mais c'est aussi peut-être l'identité du numérique actuellement qui est en train de se développer et qui offre énormément donc de possibilités pour les personnes vivant avec un handicap, où presque toutes les barrières peuvent être levées par le numérique. Donc voilà, je vous remercie de votre aimable attention. C'était pour susciter le débat et reste disponible pour d'éventuelles questions. Merci. Merci. C'est magnifique. Merci Je pense beaucoup. qu'on va avoir une question à poser parce que je l'ai appelé le tout. Mais n'empêche, nous sommes là pour circuler. Et je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont eu à vivre des expériences qui nous seront plus, effectivement. Et ma question est encore là. M. Dia a répondu, M. Sall. Ça va. Mais nous autres aussi, il y en a qui peuvent nous parler de. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons contribuer à la stabilité et l'intégration dans le marché du travail. C'est déjà, ils sont sur la base de notre CRM, le centre de référence du métier du numérique. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de ça. Mais votre étude m'intéresse. Vous la communiquez, puisqu'on entend. Je laisserai peut-être Les Madame métiers en tension, des choses comme ça. le ministre le temps de se présenter. Elle avait bien dit qu'elle allait nous rejoindre. Elle est très prise, ça je sais aussi. Mais elle a tenu à être là. Voilà, peut-être je lui laisserai le soin de prendre la parole et peut-être voilà, de se présenter à l'Assemblée. Merci, cher Suleiman. Bonjour, cher ami Emmanuel, professeur Sall. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Virtuellement, nous tenons des réunions avec le professeur Sall et le professeur Jack, qui est à l'université à Baton Rouge, aux États-Unis. Et justement, c'est sur ces questions-là d'intelligence artificielle pour le Sénégal. Merci pour cette opportunité que HI et ses partenaires offrent encore au Sénégal dans la dynamique de notre collaboration. Et je dirais que nous autres personnes handicapées, nous sommes très très gâtés par tout ce qui arrive, que ce soit dans le domaine de l'employabilité, de l'emploi, de l'insertion. Vous montrez vraiment que le partenariat avec l'État est au beau fixe et que vous l'accompagnez.